les nappes dans lesquelles ils prélèvent. C'est une nappe qui se renouvelle à plusieurs centaines d'années. Et donc, c'est le patrimoine de la génération d'après. Donc là, en fait, clairement, ça pose un enjeu de société, un enjeu générationnel, de dire, en fait, désolé, mais vous allez non seulement vous payer plein d'incendies, de sécheresses, d'inondations, et on a siphonné vos réserves en eau stratégiques pour faire face à ces extrêmes. Et la question que je te disais, qui me fâche, est-ce qu'on doit filtrer l'eau du robinet? Je dis elle me fâche parce que c'est vrai qu'on est vraiment focalisé sur le grain de sable et on voit pas toute la big picture qui permet de voir qu'en fait, nos modes de vie rejettent sans arrêt au quotidien des millions de molécules et de substances qui s'accumulent et qui ne se dégradent pas à l'échelle humaine. Donc évidemment, on aura besoin de dépolluer davantage. Et en fait, tout le monde devra dépolluer. Et l'industrie de l'eau en bouteille l'a bien compris. Et ils le font. Ils n'ont pas attendu, en fait, de se rendre compte. En fait, le scandale sanitaire, c'est de ne pas avoir dit plus tôt qu'on a des hydrosystèmes pollués par un ensemble d'activités, pas que agricoles, mais des pollutions historiques qui s'accumulent, en fait, dans les sols. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc la question de l'eau potable, elle est toute relative par rapport aux substances qu'on va rechercher. Et on a un adage dans le milieu, c'est on dit plus on cherche, plus on trouve. Donc ça veut dire beaucoup de choses et les futurs problèmes pour moi qu'on n'a toujours pas encore, parce qu'il y a ça, il y a déjà tout ça. Et il y aura aussi peut-être un jour la question de l'antibiorésistance, où on se rendra compte que l'antibiorésistance, elle est en partie liée à des antibiotiques qu'on consomme en excès et qui ne se dégradent pas dans les hydrosystèmes et qui se retrouvent finalement dans nos corps. Donc c'est un vaste sujet, la question de la qualité de l'eau. Je pense qu'elle doit vraiment pas occulter les vrais enjeux qui sont notre modèle agricole, qui est encore toujours très dépendant des énergies fossiles, des substances chimiques, nitrates, engrais de synthèse et pesticides, produits phytosanitaires plus largement. Et donc, tout le monde est concerné. Gestionnaire de l'eau potable, qu'il soit public ou privé. Quand on est en public, on a plus de marge de manœuvre. Quand on délègue au privé, en fait, ils sont concernés, mais ils ont des objectifs de résultats et donc ils n'ont pas la vision politique pour investir dans ces infrastructures de dépollution. Donc voilà, je détourne un peu le sujet, mais sur la question de l'eau potable, c'est ça. Et donc ces questions-là, forcément, les industriels de l'eau se la posent. Et ça a d'ailleurs été les premiers, concernant l'agriculture, à maintenir les aires d'alimentation de captage en prairie et en agriculture biologique. Ils ont été presque en même temps ou avant certains acteurs publics à vraiment s'intéresser à cette question de l'agriculture en prévention. Mais malgré tout ça, ça n'évite pas les pollutions. Et l'autre sujet qui n'est pas qualitatif sur ces scandales des eaux en bouteille, il est quantitatif. Il est surtout là-dessus, parce que les nappes dans lesquelles ils prélèvent, certaines nappes, je pense notamment à la nappe qui est dans les Vosges, là, les grès du Trias inférieur, en fait, c'est une nappe qui se renouvelle à plusieurs centaines d'années. Et donc, c'est le patrimoine de la génération d'après. Donc là, en fait, clairement, ça pose un enjeu de société, un enjeu générationnel, de dire, en fait, désolé, mais vous allez non seulement vous payer plein d'incendies, de sécheresses, d'inondations, et on a siphonné vos réserves en eau stratégiques pour faire face à ces extrêmes. Donc, moi, s'il est plus là, en fait, le sujet. Il est qualitatif, évidemment, et donc il va demander plus de traitement, mais il est aussi quantitatif, parce qu'il y a certaines nappes qui ne se renouvelleront pas à l'échelle humaine. Et ça, c'est important. Donc, voilà. Moi, je pose ça là en disant, c'est clair qu'on peut plus vraiment regarder ailleurs maintenant. Et ça pose la question de nos usages. Et donc, je dis tout le temps, et je le répète, buvez l'eau du robinet, malgré tout ce que vous entendez. Filtrez-la si vous avez vraiment des doutes.
Mais vous avez l'information normalement disponible sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ils sont tenus de publier les rapports. Et si vous avez un doute, vraiment posez la question à Haute-Paris, si vous habitez à Paris, et puis sinon les gestionnaires de l'eau qui sont tenus de faire ces analyses-là. J'ai une question, mais j'ai un peu, entre guillemets, honte de la poser parce que c'est très micro. Et en fait, je pense que du coup, le fait de la poser, ça veut dire que j'ai pas bien compris les vrais enjeux de l'eau. T'en as parlé, c'est le fameux chiffre qu'il y a autour de l'empreinte eau du bœuf qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Déjà, qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'il faut croire? Moi, en tant que citoyenne, je ne sais pas, parce que je vois l'ADEME, je vois toi ce que tu dis, je vois Sabine Bonneau qui va dire autre chose, je vois Serge Zaka qui va dire d'autres choses. En bref, je ne sais pas quoi croire sur ce sujet. Et on en discutait tout à l'heure, je me dis, en fait, c'est peut-être même pas ça la bonne question. Et du coup, est-ce que c'est un indicateur, l'empreinte eau, qui est pertinent? Si oui, quelle est la vraie empreinte eau du bœuf? Je suis consciente que ça change en fonction, mais c'est vrai que sur les sujets d'agriculture, c'est quelque chose qui est très sensible en fonction de là où on est. Est-ce qu'une moyenne, ça a vraiment un sens? En bref, c'est plutôt dans une optique de sensibilisation plus massive. Qu'est-ce que je dois dire si je veux dire, OK, pour réduire son empreinte eau, bah, en fait, manger moins de bœuf, c'est pertinent ou pas? Voilà. Merci. Alors là, c'est parti, on part dans les indicateurs. Et en plus, la viande, c'est encore un sujet bien, bien fédérateur. Alors, effectivement, je vais répondre direct par ce que tu as dit et ce que je retiens qui est hyper pertinent, c'est faut pas se focaliser sur un indicateur. Surtout sur celui-là, parce que l'empreinte eau, aussi comme l'empreinte carbone, il masque certaines choses. Et la question de l'empreinte eau dans cette méthode volumétrique, empreinte eau verte, eau bleue, eau grise, bien, elle a tendance à masquer en fait tous les autres enjeux. Je m'explique. Sur l'empreinte eau volumétrique, les fameux 5000 litres d'eau par jour, on a 30 de mémoire, 37% qui est lié à la viande. Toutes les viandes. Mais essentiellement, évidemment, la viande bovine, parce que c'est celle qui requiert le plus d'espace et donc le plus d'eau verte. Ce qui est important de regarder là, c'est par rapport à notre consommation actuelle en viande, et l'espace qui est nécessaire pour produire l'alimentation animale, l'alimentation pour nourrir le bétail, en fait, on a une sorte là, on a franchi une limite, quoi. On ne pourra pas, par rapport à notre consommation actuelle, avoir toutes les surfaces en pâturage nécessaires pour ça. Donc, l'empreinte eau, sur l'eau verte, j'aime à dire que c'est une question de dépendance. On se rend dépendant de l'eau verte. Donc, si en fait on a une sécheresse et qu'on n'a plus de fourrage, eh bien, parce qu'on n'a plus d'eau verte dans les prairies, eh bien, on est dépendant là de cette eau verte qui n'est plus là. Donc, on arrive à ce qui est en train d'arriver, à irriguer les prairies. Les surfaces en prairie, elles commencent à être de plus en plus irriguées pour le fourrage. Voilà, alors qu'on pourrait changer aussi notre alimentation pour réduire notre consommation en viande, mais pas que, tous les produits animaux. Mais l'idée, c'est de ne pas totalement arrêter parce qu'on a encore besoin de l'agriculture en polyculture élevage pour maintenir ces surfaces en prairie, pour la biodiversité. Les prairies, par rapport au cycle de l'eau, sont importantes aussi, des rôles des zones éponges. Donc en fait, l'élevage n'est pas à bannir totalement pour moi. Mais voilà, on pourra en parler des heures. Mais c'est pour ça que je dis, attention, l'empreinte eau, c'est un indicateur. Et il ne faut pas se focaliser sur cet indicateur-là. Il y a aussi d'autres méthodes pour calculer l'empreinte eau qui s'affranchissent de l'eau verte, qui sont intéressantes aussi. Et ça, c'est plus développé par les entreprises. Mais il y a quand même besoin de révéler cette question de l'eau verte. C'est ça qui est compliqué, en fait. On a besoin de l'empreinte eau. Mais aujourd'hui, dans la norme ISO 14046, on ne tient pas compte de l'eau verte et pourtant, c'est une limite planétaire qui est franchie. C'est ça le truc.